Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Du nouveau dans l'enquête sur le cambriolage du Louvre. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Fanny, bonjour à tous. C'est une information Europe 1. 4 nouvelles interpellations, on vient de l'apprendre. Oui, 4 hommes arrêtés dans le 16e arrondissement de Paris. Hier soir vers 20h, l'un d'entre eux ferait partie du commando du Louvre. Tous sont actuellement en garde à vue. On devrait en savoir un peu plus dans les heures qui viennent. Jean-Baptiste, 2 autres suspects étaient en garde à vue depuis samedi. Ils ont été mis en examen hier soir. On en sait un peu plus aujourd'hui sur ces 2 hommes. Oui, le premier, Ayedje, un Algérien de 34 ans, arrivé en France en 2010. Un homme connu de la justice pour vol et délit routier. C'est lui qui avait pris un aller simple pour l'Algérie juste avant d'être interpellé à Roissy-Charles de Gaulle. Quant à son comparse Niakate A, il s'agit d'un Français d'origine malienne, un ancien taxi clandestin au très lourd casier judiciaire. Laure Bécaud, procureur de Paris. Il est déjà connu pour des faits de vol aggravés perpétrés en 2008 et 2014 et il est par ailleurs sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de vol aggravé qui doit être jugée en novembre au tribunal correctionnel de Bobigny. Il s'agissait d'un fait de vol dit à la voiture bélier sur un distributeur automatique de billets. Ce dernier suspect d'ailleurs qui est défendu par une avocate qui a déjà fait beaucoup parler d'elle, Jean-Baptiste. Oui, Nadia El Bourroumi, écoutez, c'était au moment du procès des viols de Mazan. Wake me up before you go go, comprenez, réveille-moi avant que tu partes. Une vidéo d'elle dansant dans sa voiture sur cette chanson alors qu'elle défendait au même moment 2 hommes accusés de viol sur Gisèle Pellico, ce qui avait suscité l'indignation générale. Nadia El Bourroumi, adepte des polémiques, en mai 2023, elle est impliquée dans une violente altercation avec une consoeur au tribunal d'Evry. L'avocate défend donc un des 2 suspects mis en examen hier soir, un homme selon elle abattu et submergé par l'ampleur de l'affaire. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'examen du budget 2026 se poursuit à l'Assemblée nationale. Les députés ont tout pouvoir et ils ne s'en privent pas. Et depuis que Sébastien Lecornu a renoncé à son 49.3, la voix du gouvernement est considérablement affaiblie. Résultat, une pluie de taxes votées ces derniers jours contre l'avis du gouvernement. Dans le viseur des députés, les grandes entreprises, les multinationales, les géants du numérique. Hier soir, encore une taxe sur les rachats d'actions défendue par le Rassemblement national a été adoptée, malgré l'opposition, encore une fois, de l'exécutif. Comment réagit le gouvernement à cette séquence budgétaire à haut risque, Arthur Delaborde ? Malgré une série de revers à l'Assemblée, le gouvernement s'efforce de garder la face. Officiellement, tout va bien ou presque. Des débats exigeants, de bonne tenue, répète la porte-parole Maude Brejon. En réalité, la copie budgétaire a déjà été largement raturée et le calendrier s'étire dangereusement. Parmi les accros, la taxe sur les multinationales adoptée contre l'avis du gouvernement. Une mesure jugée inapplicable par Bercy, mais symbole d'un exécutif débordé par le Parlement. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on tente de relativiser. Le Parlement est souverain, c'est à Sébastien Lecornu de trouver un compromis. Ce n'est pas un budget macroniste ni socialiste, mais un budget d'union nationale, martèle un proche du président. Une manière de dire que pour l'heure, l'Élysée s'en remet à la magie parlementaire, quitte à laisser les oppositions dicter le tempo. Le vrai test, c'est désormais la taxe Zuckman voulue par les socialistes. Sébastien Lecornu ira lui-même à l'Assemblée demain pour tenter d'éviter une nouvelle défaite. Mais en coulisses, un pilier de la Macronie l'admet. On avance à vue, le Sénat corrigera, mais pour l'instant, on subit. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Du côté des Républicains, on s'indigne de cet examen budgétaire. Bruno Retailleau dénonce une folie fiscale qui rend le budget encore moins votable qu'hier. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, fustige, je cite, une foire aux conneries fiscales et un débat confisqué par LFI et le RN. Le Rassemblement national qui profite aujourd'hui de sa niche parlementaire. Autrement dit, c'est lui qui impose ses thématiques à l'agenda de l'Assemblée. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Pas de débat sur le budget aujourd'hui, donc à la place, il y aura plusieurs textes mis au vote à l'initiative du parti de Jordan Bardella. Et oui, à commencer par la dénonciation des accords franco-algériens de 1968, tout un tas de dérogations qui facilitent l'installation, le séjour des Algériens en France. Le Rassemblement national veut y mettre fin, tout comme d'autres partis politiques de l'Assemblée, ce qui n'a pas échappé à Marine Le Pen. Je note que les LR sont opposés à la Convention de 68. Monsieur Attal est opposé à la Convention de 68. Il me semble que Édouard Philippe est opposé à la Convention de 68. Ça me paraît faire une majorité. Donc nous verrons bien s'ils votent contre ou pas.
Alors une majorité pour la dénonciation des accords de 68 sur le papier en tout cas, mais dans les faits, les députés de Gabriel Attal ne devraient pas voter le texte pour des raisons juridiques, avance-t-il, mais surtout pour ne pas mêler leur voix à celle de la droite nationale. En revanche, Horizon et les Républicains ne devraient pas faire la fine bouche, tout comme sur une autre proposition portée par le RN, le rétablissement du délit de séjour irrégulier supprimé sous François Hollande, aujourd'hui soutenu par Édouard Philippe et Laurent Wauquiez, preuve que l'union des droites est parfois possible, malgré les postures. Marine Le Pen rappelant hier que l'important n'était pas cette union, mais surtout le sauvetage de la France. Christophe Bordet, vous parliez à l'instant de la dénonciation des accords franco-algériens de 68. Parmi les arguments du RN pour y mettre fin, le refus systématique d'Alger de récupérer ses ressortissants sous OQTF, mais aussi l'emprisonnement abusif de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien est emprisonné depuis bientôt 1 an en Algérie, condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir simplement usé de sa liberté d'expression. La présidente de son comité de soutien, Noëlle Lenoir, est-elle invitée d'Europe 1 ce matin. Elle s'inquiète de la dégradation de l'état de santé de l'octogénaire déjà atteint d'un cancer. Écoutez. On a eu l'information suivant laquelle il avait des problèmes de santé. Mais on ne sait pas si c'est une grippe ou si c'est une maladie plus grave ou une rechute. Puisque il aurait demandé son transfert à l'hôpital et on ne sait pas s'il a été transféré à l'hôpital. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une alerte. Alors après, il est évident que les conditions de détention sont absolument inhumaines pour quelqu'un qui est un écrivain et qui ne peut pas écrire. Il n'a absolument aucun contact avec l'extérieur. Et on nous dit également qu'on a conseillé aux autres détenus de ne pas le fréquenter. Sans cela, ça pourrait avoir des conséquences négatives pour eux. Et Noëlle Lenoir, invitée d'Europe 1 Matin, interview à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h08. L'émotion est déjà vive à 2 semaines de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. 10 ans déjà, 10 ans seulement, la menace terroriste reste très forte. Les islamistes radicalisés sont toujours animés de la même haine. C'est le cas par exemple de Sharaf Din Aberouz. En 2016 à Magnanville, dans les Yvelines, son frère avait assassiné un couple de policiers à leur domicile devant leur enfant. Depuis, il ne cesse d'envisager sa vengeance. Il sera bientôt jugé pour menace de mort. C'est le 4e épisode de notre série Europe 1 Djihadiste en liberté, William Molinier. Ce sera en mai 2026. Sharaf Din Aberouz comparaîtra pour menace de mort devant le tribunal judiciaire de Paris. Il est soupçonné de les avoir proférés en octobre 2023 lors du procès de son frère jugé dans l'assassinat des policiers à Magnanville. Lors d'une suspension d'audience, il s'est adressé à son frère dans le box en lui lançant « Lui, il est mort », tout en mimant un geste d'égorgement à l'encontre de l'avocat de la partie civile, maître Thibault de Montbrial. Selon les informations d'Europe 1, les enquêteurs ont découvert dans le téléphone du suspect des messages envoyés à une dizaine de contacts. Dans ces messages figurait une vidéo de l'avocat et parmi les destinataires, un certain Armand Radjapour Miandoab, un Français né de parents iraniens, fiché S, qui passera à l'acte 1 mois et demi plus tard sur le pont de Bir Hakeim, tuant au couteau un touriste allemand. Dans l'attente de son procès, Sharaf Din Aberouz est en liberté sous contrôle judiciaire. Une procédure de déchéance de nationalité a été enclenchée à son encontre. William Molinier. Un petit tour en librairie pour finir avec la publication hier de la version originale de l'affaire Tournesol. Ah oui, celle parue pour la première fois en 1954 dans le journal de Tintin, Sébastien Bordenave. Non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. C'est dans l'affaire Tournesol que l'on retrouve ce gag désopilant, un 18e album qui tend vers toujours plus de professionnalisme. Le dessinateur est désormais épaulé par le studio Hergé. Il délègue les couleurs et les décors. Les voitures sont par exemple réservées à Jacques Martin, qui fera plus tard la série Alix, sauf une sublime Lancia qu'Hergé a achetée. Tellement fier, il la dessinera dans l'album. Il prendra aussi pour la première fois des clichés lui-même près de Genève. Pour le réalisme de son histoire, une voiture doit tomber dans le lac, mais est-ce que c'est vraiment possible ? Il ira sur place pour vérifier. Hergé vient d'acheter avec son épouse une belle maison au sud de Bruxelles. Il apprécie les balades dans la campagne brabançonne. Au début de l'album, c'est le capitaine Haddock qui s'y promènera. Dans cette réédition, on trouvera des repentirs, comprenez des cases inédites redessinées par Hergé lors du passage du journal de Tintin à l'album. Fondamentalement, ça ne change rien et c'est ça qui change tout. Sébastien Bordenave. 8h11, merci Fanny Marceau, vous êtes sur Europe 1.